j'ai commencé à m'intéresser aux trames sonores en 2016, lorsque la musique, le théâtre et le cinéma prenaient beaucoup de place dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, quand je regardais des films, je voyais pas l'importance de la musique et des sons dans un film ou dans une pièce. C'est quand j'ai commencé à composer les trames sonores pour la troupe de théâtre dans laquelle je jouais que j'ai tout de suite vu l'impact qu'avait la musique sur nos émotions et sur la perception d'un événement. Que ce soit dans une scène dramatique ou dans une scène d'humour, on peut changer l'ambiance que par les sons. La musique joue un rôle important dans tous les films marquants de notre vie. L'utilisation du jazz dans les Woody Allen ou la musique d'Ennio Morricone dans les films de Sergio Leone sont des super bons exemples. Imaginez Jazz sans John Williams ou imaginez Orange Mécanique sans Beethoven ou imaginez Psycho sans violon. Angelina Jolie. Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker. Robert De Niro, Jack Nicholson et Gwyneth Paltrow. Lou-Pascal Tremblay. Woody Allen. Heath Ledger. Leonardo DiCaprio. OK. Johnny Depp, Angelina Jolie et Brad Pitt. Angelina Jolie puis Brad Pitt. Angelina Jolie, Brad Pitt. Ton Brad Pitt, là. Tom Cruise. Okay, c'est bon. Tom Cruise. Tom Cruise. Charlie Chaplin. Clint Eastwood. Et Leonardo DiCaprio. Quentin et Tarantino. Steven Spielberg puis Woody Allen. Tarantino. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Michael Bay. Un réalisateur, Michael Moore. Xavier Dolan. Alfred Hitchcock. Quentin Tarantino. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je sais pas. Shit. Je connais pas son nom aussi, mais... Ok, c'est ça le... Ah, shit. Ok. Je sais pas, j'en ai pas. Beethoven. Ah oui, Jane. Comment il s'appelle, celui qui est... Oh non, je m'en souviendrai pas. Non, ça, je peux pas. Ah, j'ai un blanc. De la musique de film. Pour un film? J'en ai aucune idée. J'en connais un. Ennio Morricone, je pense. Un truc comme ça. En tout cas, Morricone, voilà. Ça s'est passé exactement comme je le voulais. Je suis allé demander à 12 personnes 3 questions relativement simples. J'aurais demandé tout d'abord de me nommer des acteurs, actrices, ensuite des réalisateurs. La dernière question, par contre, a été moins bien réussie. Seulement 2 personnes ont été capables de me répondre. Pourquoi on n'est pas capable de nommer une des personnes les plus importantes dans l'ensemble d'un film? La musique reste dans notre mémoire, elle crée des émotions que nul le réalisateur et les acteurs peuvent créer. Malgré son importance, la musique dans les films reste toujours un peu délaissée par le spectateur. La musique a plusieurs utilisations au cinéma. Elle peut entre autres faire un lien direct entre les paroles d'une chanson ou le titre d'une chanson et la scène qu'on voit. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
pourrait utiliser aussi une trame sonore un petit peu plus musicalement littéraire, donc on utiliserait une chanson qui crée une émotion semblable à celle de la scène. Peut être aussi utilisé pour faire un effet de contraste entre la scène et la musique. Il faut comprendre que la trame musicale d'un film, c'est un personnage en soi. C'est très facile de le démontrer. On a simplement écouté un film et de fermer le son pour voir à quel point on perd de la richesse, on perd en efficacité, en émotivité, en dramatique. Donc, un film sans sa musique, sans son son, devient un peu comme un plat sans sel. Ça rajoute le piquant, ça ponctue l'action, ça permet vraiment d'amener le spectateur au paroxysme du stress dans un film. Des films qui m'ont troublé par la trame sonore énormément. Pour moi, la phase ça a été le plus marquant, je te dirais, ça a été dans le film Les Heures de Stephen Daldry, si je ne me trompe pas. Et puis, je me rappelle, m'a dit, la musique est un personnage au même titre que les interprètes. La musique joue un rôle clé dans le déploiement de cette trame-là, de cette trame narrative-là. Le cinéma, c'est l'art de l'ellipse. Le cinéma te fait passer d'un lieu à l'autre, d'une temporalité à l'autre, constamment. Tu sais, il y a des flashbacks, des flash-forwards, ça avance, ça recule, ça va à une telle place, pas une autre, tout ça. Donc, la musique est un lien. La musique participe au montage. Tout d'abord, il faut connaître les deux grands types de trames sonores. Dans le premier, c'est la bande originale, ou en anglais, Original Score. La bande originale est composée spécialement pour le film par un compositeur. Elle peut être autant classique qu'électronique ou que jazz. The second wave is coming. We're in the middle of a swell. I got it. Get your ass back to the Ranger now. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto. Gesù. 1000 punti da schiantare, da ridere. Primi si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto! Le deuxième type de trame sonore, c'est la compilation, qui consiste à utiliser des compositions déjà existantes. On peut la voir notamment dans Pulp Fiction ou dans les films de Michael Moore, par exemple. Il demeure que le mélange de ces deux types est très intéressant. Si l'émotion créée par la scène ne peut pas être accompagnée d'une pièce déjà existante, on demande à quelqu'un de composer une pièce. Mais malgré tout, il n'y a pas des normes à suivre au cinéma. Il n'y a pas une seule manière de fonctionner. Comme tu parlais de Star Wars, c'est qu'à ce moment-là, dans Star Wars ou dans Avatar, par exemple, là, ils ont une idée de scène. Ils veulent faire en sorte que cette scène-là devienne à l'idée qu'ils veulent. Donc, ils vont avoir besoin, ils trouvent rien qui existe vraiment. Ça, c'est un choix de production ou souvent de réalisateur. Ça, c'est le côté le plus commun, là, c'est-à-dire de trouver une musique qui existe pour le faire. Ils n'arrivent pas à trouver une musique qui existe déjà, donc ils vont faire composer une musique pour rendre la scène plus intéressante. Mais souvent, dans le cas de Star Wars, ça en est un exemple, c'est vraiment une question financière. C'est que ça coûte beaucoup moins cher dans un film comme Star Wars, qui va être diffusé à travers le monde avec les droits de suite et tout ça. Ça coûte beaucoup moins cher de faire produire la musique que
que d'acheter la musique, d'acheter les droits musicaux. Ouais, j'avais oublié ça. J'ai beau essayer de me trouver plusieurs explications sur le pourquoi le réalisateur a choisi de faire composer cette trame sonore plutôt que de choisir des compositions déjà faites. Mais peut-être la seule raison, c'est à cause du budget. Mais par contre, faut pas oublier que le réalisateur ou le metteur en scène va peut-être choisir de faire composer sa bande sonore pour d'autres raisons que le budget. J'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène et un réalisateur. J'en ai profité donc pour leur parler de leur démarche artistique. Comment tu travailles avec Uberco pour la trame sonore? C'est quoi le lien entre le metteur en scène et le compositeur? Bien, premièrement, c'est un casting. Un metteur en scène fait souvent un casting d'acteurs, puis un casting de concepteurs. C'est-à-dire qu'il voit dans ce qu'il a besoin pour son travail, avec qui il a des affinités, premièrement, puis qui, dans sa palette, dans ce qu'il fait déjà, peut l'aider à obtenir le résultat qu'il cherche. T'sais. Et puis moi, ça faisait un petit bout de temps que je voulais travailler avec Uberco parce que je trouve que même si il fait une musique électronique très, très... parce que souvent, je trouve que la musique électronique, ce qui arrive, c'est que ça peut devenir très obscur, très... comment je dirais ça? Difficile d'accès. Puis Uberco, je trouve qu'il reste mélodieux. Tu sens les mélodies, tu sens... Il y a quelque chose d'accrocheur, il y a quelque chose de très pop dans ce qu'il fait. Puis ça, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai choisi Uberco parce que j'avais vu son travail, je le trouvais sympathique, j'avais le goût de travailler avec lui. Et puis, au début, de fois, j'allais beaucoup feeder. J'ai donné à écouter des trucs. J'ai donné à écouter des musiques de films. J'ai parlé de la musique des démons, que j'aimais beaucoup. J'ai parlé de It Follows, beaucoup. Je voulais aller dans quelque chose d'un peu rétro, 90, c'était avant Stranger Things, je tiens à le dire. Et puis, parce que je voulais, 80-90, parce que je voulais que ça ressemble à quand moi, j'étais jeune. Puis, je m'étais dit que mon lien allait être plus étroit avec cette œuvre-là, et ça ressemblait à quand moi, j'étais plus jeune. Et puis, il est parti avec ça, puis il a créé des choses. J'avais une idée très, très spécifique de ce que je voulais. Puis je l'ai fait courir en tabarouette, Uberco. Je l'ai fait composer, puis c'était le spot, t'as fait ça. Puis il repartait, puis c'était le spot, t'as fait ça. Puis il repartait. Puis je te dirais, je disais, t'es plutôt spacé, tu vas passer loin, spacé. C'était là, il faut que ça soit un peu tacky, il faut que ça soit comme trop, là, quasiment horreur, humour, là, tu sais, que tu vas trouver que c'est exagéré. Puis t'es là, ouais, j'essaie là, mais tu es dans la bonne voie, mais c'est pas tout à fait ça. Puis la veille du spectacle, le matin du show, on s'est rencontrés, lui puis moi, je l'oublierai jamais, au Starbucks. Puis il m'a fait écouter, il dit, j'ai fait de quoi hier, je pense, je sais pas si ça va te plaire. Et j'ai fait, c'est exactement ça. Là, t'as pogné l'affaire. C'est horreur un peu bas de gamme. Ben, pas, les chansons étaient très bonnes, sont très accrocheuses, mais ça fait un petit peu... C'est pas subtil, c'est un petit peu trop appuyé. Mais c'est ça que je voulais. Je voulais quelque chose je trouvais que ça donnait le ton rétro. T'sais. Puis j'ai été très satisfait ce jour-là. Tout s'est mis en place pour moi. Et puis sa musique correspond exactement à ce que je voulais. Tu sais, je veux dire, il y a des bruits de corneille. C'est pas, on n'est pas dans la nuance. Là, mais là, c'est ça qu'on veut, un peu de corneille, une porte qui grince. C'est ça, là, on est dans l'horreur. Là. Et puis j'étais très, très content de son travail. Après la lecture, j'étais très satisfait de sa trame sonore. J'étais vraiment emballé. Comment tu as choisi la trame sonore pour ton film Apnée? Comment ça s'est construit? Apnée, en fait, c'est selon le... pour Apnée, on abordait le thème des crises d'angoisse, de la dépression. C'est un film lourd, en fait. Puis, c'est sûr que je voulais pas mettre de gazou ou la musique clownesque. Je voulais vraiment aller dans quelque chose qui était un peu plus sombre, un peu plus noir, un peu plus... mais je voulais que ça l'appuie, mais sans que ça soit trop marqué. Je voulais quelque chose de profond, mais sans que ça soit comme on est tout à terre. Puis, j'aime pas le cinéma qui me tient la main, puis je voulais pas le faire avec la musique non plus. Fait que, écoute, j'ai pris pour trouver la musique pour Apnée. J'ai fait beaucoup de recherches à savoir chercher dans le classique ce qui se fait aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup aimé le mélange de musique classique et de musique électronique. Les deux vont toujours amener une émotion qui vient me toucher énormément. T'sais. Fait que, avec ça, j'ai fait ça, puis j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Eric Shaw. C'est un compositeur avec qui je travaille sur beaucoup de choses, puis j'y fais toujours confiance. Puis quand j'ai amené le projet d'Apnée, j'ai dit j'aimerais ça aller là, j'aimerais ça aller là, j'aimerais ça aller là. Ça, c'est les émotions que je cible. Voici quelques exemples. Prends tout ça, puis amène
voit quelque chose. C'est quoi le lien entre le réalisateur et ceux-là qui composent la musique? Comment ça marche, la chimie, ou je sais pas comment ça se fait? Écoute, moi, le réalisateur, lui, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça, donc lui, il communique les émotions qu'il veut passer, il communique les idées qu'il y a derrière, et après ça, c'est d'autres artistes ou artisans qui, eux, prennent ça et amènent leur touche. C'est pour ça que le cinéma, c'est vraiment une œuvre collective. T'sais. La façon dont moi je travaille avec les musiciens, donc, est la même, c'est-à-dire, voici les émotions que je veux communiquer, je te laisse la place. Après ça, si ça me plaît ou pas, là, on discute, puis on essaie de voir comment on peut arranger les choses, mais à la base, c'est important que les gens soient capables de créer, mais c'est important aussi qu'on communique les idées que moi, j'amène, okay. Sans être un dictateur complet, là, tu sais, tant qu'on suit une trame que moi, je veux aller vers, si les collaborateurs fonctionnent. Donc, c'est intéressant de laisser un petit peu de liberté au compositeur. Je pense que c'est mais sans, ouais. Est-ce que c'est faut lui donner vraiment beaucoup de liberté, ou tu le dis un petit peu, c'est vraiment, je te donne mes idées, puis fais avec ça. Ben, moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que tout le monde va me donner du meilleur stock si je vais aller là. Arrange-toi avec ça. Puis, ça donne toujours du meilleur stock. Puis, si on est à l'écoute, je trouve, je fais un aparté, mais je trouve ça important de demander aux gens ce qu'ils pensent de mon travail quand je travaille. Puis l'entièreté, les techs, toutes les... Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On peut apprendre qu'il y a plusieurs manières de créer, oui, mais il y a aussi plusieurs manières de travailler avec un musicien, et ce qui va donner aussi un résultat différent. On peut en retenir que la méthode est jamais la même. La méthode change à chaque fois. Chaque film, elle change à chaque réalisateur, elle change à chaque musicien, elle change même à chaque genre. L'émotion change selon le genre. C'est un fait. Généralement, la musique est souvent plaisante ou humoristique dans un film d'humour. La musique est rapide et entraînante dans un film d'action, et la musique est angoissante et épeurante dans un film d'horreur. C'est la manière d'utiliser la musique la plus courante au cinéma. Les différents genres amènent le spectateur à de différentes émotions logiquement, et la musique qui accompagne les films aide grandement à projeter une émotion. Puis la question que je me pose à chaque fois que je m'assois devant mon ordinateur pour faire des recherches, c'est est-ce qu'il y a un genre au cinéma où la musique et les sons prennent plus d'importance? J'ai vu plusieurs réponses sur les internets, mais je voulais avoir l'opinion des gens que j'ai rencontrés. Mais, mettons, je trouve que, selon moi, le genre où le rapport à la musique est le plus calibré, là, disons qu'il a été le plus défini dans les récentes années, puis qui fait que ça fonctionne, c'est le suspense horreur. Ben là, c'est ça, je prêche ma paroisse. Là. Mais moi, je suis un gros fan de films d'horreur. Puis quand je dis horreur, mettons, pour moi, c'est-à-dire, les films comme ça, là, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Là. Quand c'est juste gore, ça me... Mais les films de suspense, donc, comme The Ring ou Les Autres ou Le Sixième Sens, c'est des films pour moi qui sont d'horreur dans le sens qui créent un sentiment d'épouvante, de terreur chez le spectateur, sans être trop graphique. T'sais. Sans tout, en fait, c'est qu'ils cachent au lieu de montrer, ces films-là. C'est ça que j'apprécie. Et puis, dans cette idée-là de cacher au lieu de montrer, pour moi, c'est là que le suspense naît. C'est exactement l'objet du film Les Démons. Dans cette dynamique-là, la musique joue un rôle prédominant, joue un rôle déterminant, en fait. La présence de musique, la musique et la lumière, en général, au cinéma comme au théâtre, c'est ce qui crée le plus l'ambiance, selon moi. Comment tu éclaires tes scènes, puis comment tu les accompagnes musicalement. Ce que les gens entendent, ce que les gens réussissent à voir, ce qu'ils ne réussissent pas à voir, ce qu'ils n'arrivent pas à entendre aussi, c'est très épeurant. T'sais. Et aussi le silence. Le silence joue un rôle clé. Est-ce qu'il y a un genre dans le cinéma où la musique joue un rôle le plus important?
c'est sûr que si on veut parler d'émotion, et d'action, on va parler nécessairement des films d'horreur où c'est pas nécessairement la musique comme les effets musicaux qui vont être importants. Puis encore là, comme je disais précédemment, c'est dans le but d'amener les cinéphiles au même rythme que le réalisateur veut qu'ils soient, pour arriver au paroxysme puis arriver à les faire sursauter au bon moment. Alors ça prend cet effet-là de progression à l'intérieur du film. L'horreur. Un des genres au cinéma que j'aime le plus regarder et analyser. Mais en même temps, c'est un des genres que je regarde le moins. Parce que j'ai peur. C'est quoi avoir peur? Qu'est-ce qui fait peur? Regardez par exemple cette scène-là. Est-ce que c'est juste une caméra dans l'eau ou c'est un animal marin qui nous surveille? C'est vraiment grâce à la musique que le sentiment de danger gagne le spectateur. On change la musique, puis l'ambiance change aussi. Voici l'extrait du film Jaws avec la musique originale. Et voici le même extrait de la même scène du film Jaws, mais avec une autre musique. Maintenant, parlons de différentes manières de faire peur avec la musique. Il y a plusieurs façons de faire peur dans un film. La première, ce serait la répétition. La répétition est utilisée entre autres dans le film Jaws. On associe lors du film une musique particulière avec un danger ou un événement. Puis plus tard dans le film, cette musique-là revient et crée un sentiment de déjà-vu avec la musique. Et souvent même, certains réalisateurs vont utiliser les répétitions musicales. Donc, ils vont créer une tension avant même l'image. Parce qu'ils vont habituer le cinéphile dès le départ dans leur film à une action réagie avec la musique. Alors, on va arriver au fil du développement du film à un moment donné où la musique va arriver avant l'action et les gens vont déjà avoir une espèce d'anxiété envers ce qui va se passer à l'écran, juste avec les effets musicaux. On va le savoir qu'il va y avoir un meurtre, on va le savoir qu'il va y avoir quelqu'un qui va tomber, qui va chuter, qui va se blesser. Donc, il y a vraiment cette capacité-là par le réflexe musical à amener le cinéphile où on veut. On peut jouer aussi avec les tons et les contrastes. On associe normalement des sons graves et persécutants avec une grosse créature ou un gros danger, et on associe des sons aigus avec des choses plus petites. C'est logique. Des sons lourds pour une créature lourde, menaçante. On peut faire peur aussi en utilisant des sons très aigus. Sans le savoir, on associe les sons aigus avec des cris d'animaux ou des cris d'humains. C'est ce qui crée en fait le sentiment agressant. Come out, wherever you are. Et puis les contrastes, eux, servent à déstabiliser le spectateur en jouant sur leurs habitudes. Par exemple, nous sommes habitués à entendre une chanson douce et aiguë dans une scène, douce et inoffensive. Mais son utilisation dans les scènes épeurantes ébranle le spectateur encore plus car le danger est associé à une mélodie inoffensive.
Bien qu'il y ait plusieurs façons de faire peur avec la musique et les sons, je vais finir le chapitre en parlant des jump scares, qui semble être la technique la plus utilisée dans le cinéma d'horreur moderne. En fait, une grande partie des personnes savent c'est quoi un jump scare. Un jump scare, c'est un saut. En fait, c'est une technique qui consiste à surprendre le spectateur à un moment où il s'en attend le moins. La recette pour un jump scare classique, ce serait de faire monter la tension et le stress chez le spectateur, en utilisant une ambiance sonore anxiogène par exemple. Et puis soudain, nulle part, un élément apparaît dans l'image et un son percutant l'accompagne. Si on utilisait des graphiques pour démontrer les deux différentes sortes de jump scare, ça ressemblerait à ça. Dans le premier graphique, on peut voir que le stress ou la tension est très très bas, quand même relativement longtemps, et puis monte très drastiquement d'un coup. On peut en déduire que le saut était là dans le film. Dans le graphique numéro 2, on peut voir que la tension et le stress montent tranquillement, et puis redescend un petit peu, et puis monte très drastiquement, et redescend aussi drastiquement, comme dans le graphique numéro 1. Maintenant, voici quelques exemples. L'horreur, c'est un genre qui est très écouté par beaucoup de jeunes. C'est un genre qui est très connu aussi, mais en même temps très mal fait de nos jours. On regarde des films comme Ouija, par exemple, où les jumpscares sont mal utilisés. Beaucoup de réalisateurs les utilisent de manière abusive. C'est dommage parce que les sauts sont qu'une petite partie de ce qu'est avoir peur dans un film. C'est dommage aussi parce que plusieurs de mes amis se font une opinion sur un film d'horreur seulement par la présence des sauts ou des jumpscares. Plus il y a de sauts, mieux c'est. Est-ce que le public a oublié c'est quoi avoir peur? Est-ce que les réalisateurs l'ont oublié aussi? J'ai fait ce documentaire-là pas seulement pour la fin de mon secondaire, pas seulement parce que j'étais noté sur mes compétences de recherche. J'ai fait ce documentaire-là pour mon pur plaisir. J'ai fait cette vidéo pour convaincre les jeunes qui travaillent en cinéma de ne pas sous-estimer le pouvoir de la musique dans un film. La musique, c'est pas seulement utile dans un film, c'est presque indispensable. J'ai proposé quelques façons d'utiliser la musique au cinéma, mais tout dépend du réalisateur, tout dépend de la personne. Utilisez la musique et le son comme bon vous semble, mais utilisez-les bien. Quand vous choisissez d'utiliser une musique déjà existante, demandez-vous pourquoi celle-ci et non une autre. Quand vous choisissez de mettre un silence dans un film, demandez-vous pourquoi un silence à cet endroit-là. Utilisez du jazz, de l'électro, du classique, du pop. Vous faites même composer la musique. Utilisez ce que vous aimez aussi. Le cinéma, c'est de l'art après tout. Et l'art, c'est la liberté. La liberté de créer. Alors je vous dis, soyez des artistes, soyez libres de créer. Au revoir. Let you choke.